Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo quiz révision du programme de 3e en histoire, géographie et EMC à destination principalement des élèves de collège puisque à la fin de la semaine prochaine il y a le brevet des collèges et donc je me suis dit quoi de mieux qu'un petit quiz pour pouvoir réviser. Si vous êtes élève de 3e et que vous ne les avez pas encore vus, j'ai fait une série de vidéos short que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une révision avec à chaque fois une vidéo reprenant un contenu à apprendre pour l'histoire, la géographie et le MC et qui vous servira pour pouvoir réviser le brevet avec les essentiels. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Les tranchées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trous qui sont creusés dans le sol et qui vont faire partie de ce qu'on appelle la guerre de position. Et dans cette vidéo-ci, je vous propose de faire un panorama général du programme de 3e avec un quiz questions-réponses. Évidemment, si vous n'êtes pas élève de 3e, vous pouvez quand même jouer au jeu parce que même quand on est devenu adulte, il est toujours bon de réviser un petit peu son programme d'histoire géo et de MC pour s'amuser. Et tout de suite, place à la vidéo. Partie 1, nous allons nous consacrer au programme d'histoire. Et on commence tout de suite par la première question, à savoir, quel est l'événement qui déclenche la Première Guerre mondiale? Il s'agit donc de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo en 1914. Quelles sont les deux alliances de la Première Guerre mondiale? Il y a d'un côté la Triple Alliance avec l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois, l'Empire également ottoman, auquel on peut ajouter aussi l'Italie, même si l'Italie changera de camp en 1915, et de l'autre côté la Triple Entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Qu'est-ce que c'est qu'une tranchée? Une tranchée est un trou creusé dans le sol dans lequel les soldats de la Première Guerre mondiale vont vivre et combattre, et avec au milieu un no man's land qui est donc la zone de combat. Citez deux caractéristiques de la guerre des tranchées. La guerre des tranchées se caractérise par une violence de masse, l'usage d'armes massives, un immobilisme dans cette guerre de tranchées ou de position, et le fait que les soldats vivent dans des conditions extrêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une gueule cassée? Les gueules cassées sont les soldats qui ont eu le visage qui a été arraché ou abîmé par des obus durant la Première Guerre mondiale et qui ont dû vivre avec ce traumatisme ensuite pour le restant de leur jour et qui ont souvent subi également des opérations médicales. Quand prend fin la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale prend fin le 11 novembre 1918 avec la signature de l'armistice. Qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire? Un régime totalitaire est un régime politique qui se caractérise par un parti unique, une restriction des libertés, un culte du chef, une idéologie, mais également un embrigadement de la société et une répression. Et contrairement à un régime autoritaire, il a pour objectif souvent de s'étendre. Citez au moins deux régimes totalitaires. Il y a le nazisme avec Hitler, le communisme avec l'URSS de Staline, et vous pouvez éventuellement rajouter le fascisme de Mussolini en Italie. Quelles sont les dates de la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale débute avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 et elle se conclut avec la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Que signifie le mot Shoah? La Shoah, c'est un terme qu'on utilise pour pouvoir désigner l'extermination des Juifs par les nazis. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Le génocide est l'extermination programmée d'une population pour des raisons ethniques, raciales ou religieuses et qui est surtout orchestrée par l'État. Comme par exemple le génocide arménien, le génocide rwandais ou le génocide des Juifs. Qu'est-ce que le régime de Vichy? Le régime de Vichy est un régime autoritaire qui est gouverné par Pétain durant la Première Guerre mondiale en France entre 1940 et 1944 et c'est un régime politique qu'on appelle collaborationniste puisque Pétain va collaborer avec l'Allemagne, notamment avec le STO, le service du travail obligatoire, mais également en livrant des juifs à l'Allemagne. Qu'est-ce que la résistance? Et citez au moins deux figures de la résistance française. Les résistants en France vont être ceux qui vont s'opposer à l'occupation allemande et au régime de Vichy.
Les deux figures qu'on connaît généralement, c'est De Gaulle qui est parti faire son appel en Angleterre du 18 juin 1940 pour appeler à continuer le combat, et Jean Moulin, le préfet de la ville de Chartres, qui était parti rejoindre De Gaulle à l'étranger, qui a été renvoyé en France pour pouvoir coordonner les différents réseaux de résistance française et préparer du coup à la libération du territoire. Quand ont eu lieu les différents débarquements? Il y a le débarquement de Normandie, qu'on connaît généralement le plus, qui est le 6 juin 1944, mais il y a eu également un second débarquement qui est en Provence en août 1944. Et ces débarquements ont permis du coup la libération du territoire français avec les différentes troupes qui venaient à la fois de l'Amérique mais également du Royaume-Uni et de la résistance française. Quel régime politique va succéder à la Seconde Guerre mondiale en France? Il s'agit du coup de la 4ème République qui a lieu entre 1946 et qui durera jusqu'en 1958. Par quelle république celle-ci est-elle remplacée? Elle sera remplacée du coup par la 5ème République qui va être mise en place en 1958 par De Gaulle qui a été rappelé pour pouvoir régler la guerre d'Algérie, et elle perdure aujourd'hui, jusqu'à nos jours, puisque le dernier président pour le moment de la 5ème République, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce que la guerre froide? La guerre froide est un affrontement idéologique principalement mené entre l'URSS et les États-Unis qui vont s'affronter notamment à grands moyens de propagande, mais également dans des pays interposés comme par exemple lors de la guerre du Vietnam ou de la guerre de Corée. Qu'est-ce que la décolonisation? La décolonisation, c'est le moyen par lequel certains pays, notamment qui étaient colonisés, donc qui étaient appropriés par d'autres pays, vont recouvrir leur indépendance. Et une grande partie des décolonisations vont s'opérer après la Seconde Guerre mondiale en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par exemple la décolonisation de l'Inde en 1947, ou encore la décolonisation de l'Algérie suite à la guerre d'Algérie, avec la signature du coup de l'indépendance de l'Algérie qui a lieu avec les accords d'Évian en 1962. Citez deux types de décolonisation. Il y a des décolonisations qu'on appelle pacifiques, en tout cas qui vont être organisées, préparées avec le colonisateur et les pays colonisés, c'est le cas par exemple de l'Inde, mais il y a des décolonisations qui vont être beaucoup plus violentes, ça va être le cas notamment avec la guerre d'Indochine en France ou encore avec la guerre d'Algérie. Maintenant on passe du coup à la partie géographie. Qu'est-ce qu'une aire urbaine? Une aire urbaine s'organise autour d'une ville-centre, d'une banlieue et d'un espace périurbain, sachant que l'espace périurbain et la banlieue entretiennent des liens avec la ville-centre, avec ce qu'on appelle des migrations pendulaires à certaines heures de la journée. Et au passage, je rappelle qu'il faut respecter un code couleur. La ville-centre, elle est en rouge, autour la banlieue, elle est en orange, et après, c'est du jaune. Du jaune, pas du vert. Le vert, c'est l'espace rural. Qu'est-ce qu'un espace de faible densité? Un espace de faible densité, c'est un espace sur le territoire français qui compte moins de 30 habitants au kilomètre carré. Citez du coup un espace de faible densité. Vous pouvez citer la fameuse diagonale du vide, qu'on appelle désormais la diagonale des faibles densités, parce que le vide n'existe pas en géographie. Et plus précisément, certains territoires comme par exemple les montagnes, le Massif central, les Pyrénées, les Alpes, ou encore des espaces agricoles type la Beauce. Beauce. Ça c'est l'accent du sud, je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'un DROMCOM? Les DROMCOM sont les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Quelle est la différence entre un DROM et un COM? Les DROM appliquent les mêmes lois que sur la métropole française, puisqu'ils sont considérés comme des départements et des régions, là où les COM se retrouvent à avoir plus d'autonomie et d'indépendance dans certains domaines. Qu'est-ce qu'une métropole? Une métropole est une grande ville qui concentre certaines fonctions, d'où le phénomène qu'on appelle de métropolisation, c'est-à-dire que ces villes vont attirer parce qu'elles vont concentrer des fonctions politiques, économiques, culturelles par exemple, comme Londres, Paris, Tokyo, New York. Quels sont les acteurs de l'aménagement du territoire? Les acteurs, ce ne sont pas du coup des acteurs de films, ce sont bien des personnes qui agissent, des agents du territoire, avec par exemple les collectivités territoriales, État, régions, départements, communes, ou des acteurs privés comme des entreprises. Qu'est-ce qu'un territoire transfrontalier? C'est un territoire qui va se situer à cheval entre plusieurs pays, qui est à la frontière,
comme par exemple la Suisse, la France, ou encore le Luxembourg et la France, ou la Belgique et la France, ça marche aussi. Quels sont les 3 espaces productifs? Il y a l'espace productif agricole, l'espace productif industriel et l'espace productif de services, qui est celui qui concentre la majeure partie des emplois. Qu'est-ce que l'Union européenne? L'Union européenne est une association d'États de plusieurs pays qui ont décidé de travailler en commun et de mettre en commun notamment au niveau économique, puis qui a été élargie avec le traité de Maastricht en 1993, qui donne à l'Union européenne des fonctions qui sont également culturelles et politiques, comme par exemple la citoyenneté européenne ou les institutions européennes qui permettent d'être au-delà de juste des échanges économiques. Combien de pays composent l'Union européenne? Il y a 27 pays, puisque je rappelle que le Royaume-Uni, suite au Brexit, a quitté l'Union européenne. Et au passage, je rappelle qu'il faut savoir les placer sur une carte. Qu'est-ce que l'espace Schengen? L'espace Schengen est l'espace de libre circulation au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que grâce à l'espace Schengen, si vous êtes citoyen de l'Union européenne, vous pouvez vous déplacer librement dans les pays membres de l'espace, ou encore faire circuler des marchandises sans payer des taxes à chaque frontière. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie, c'est-à-dire à l'EMC. D'ailleurs, au passage, je rappelle que l'État a décidé de renforcer les programmes d'EMC, donc préparez-vous, petit élève de futur 3e, ou d'élèves qui vont passer au lycée, l'EMC revient en force, les amis. L'éducation civique, attention, nouvelle matière à la mode. Quels sont les 4 adjectifs qui vont qualifier la République française? C'est une république qui est démocratique, indivisible, laïque et sociale. Quelle est la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Comment obtient-on la nationalité française? Soit par le sang, parce qu'on a un parent qui du coup est français, soit par le sol, parce qu'on est né sur le territoire français, soit par naturalisation, parce qu'on a demandé la nationalité française, soit par mariage. Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen est une personne qui possède des droits et des devoirs, par exemple le droit d'opinion, le droit d'expression, le droit à l'éducation, et, en termes de devoirs, le devoir de respecter la loi ou de payer ses impôts. Qu'est-ce qu'un État démocratique? Un État démocratique est un État où le pouvoir appartient au peuple, où les 3 pouvoirs sont également séparés, et où il y a des élections qui sont librement organisées avec également des libertés données à la population. Quels sont justement ces 3 pouvoirs qui composent la République? Il y a le pouvoir exécutif qui est détenu par le gouvernement, président et les différents ministres. Il y a le pouvoir législatif qui lui est détenu par le Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Et il y a le pouvoir judiciaire qui est détenu par les tribunaux. À quoi sert la défense nationale? Elle sert à protéger les citoyens et le territoire, mais également assurer la sécurité au sein même du territoire et également sur les différents points informatiques et numériques. Puisqu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un point non négligeable d'un État. Quels sont les 3 corps d'armée? Il y a l'armée de terre, la marine nationale et également l'armée de l'air et de l'espace. Et oui, parce que maintenant, la guerre, elle se fait dans l'espace. Et enfin, citer 2 droits d'un citoyen européen. Par exemple, vous avez le droit de voter aux élections européennes, le droit de circuler librement, ou encore le droit de pouvoir aller faire vos études à l'étranger, avec Erasmus par exemple, ou de travailler dans un pays membre de l'Union européenne. Et voilà, nous nous arrêterons ici pour les questions du quiz. N'hésitez pas à m'indiquer combien vous avez eu du coup sur l'ensemble des questions qui ont été réalisées, si vous avez bien réussi ou pas, voilà. Vous avez le droit de le refaire, comme ça au moins vous pouvez truquer un peu les stats. Je ne vous en voudrais pas, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas vérifier si vous avez triché ou pas, même si je vous conseille pas de tricher parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, je rappelle que la triche à un examen est punie de 5 ans d'interdiction d'examen. Ce qui est un peu bête quand on est en 3e, parce que ça veut dire qu'en fait vous vous privez de tout, dont le permis de conduire, je rappelle quand même. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce quiz aura pu vous aider, j'espère surtout que vous allez réussir haut la main vos examens, et comme je le dis à mes élèves de 3e, arrêtons avec cette idée préconçue que le brevet ne sert à rien. Certes, le brevet ne vous servira peut-être pas à grand chose dans votre vie future, mais 1.
C'est une des premières choses que vous allez mettre sur votre CV, mais quand on n'a pas grand chose à mettre sur un CV, je vous assure qu'on est content de pouvoir le mettre. 2, excusez-moi, mais c'est un peu la loose de passer au lycée sans avoir le brevet des collèges. Je veux pas dire, mais vu le niveau du brevet des collèges, pitié, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, rendez-moi honneur. Et pour les autres, visez la mention, parce que en fait juste ça fait du bien à l'ego une mention. C'est pareil, ça sert à rien, ça fait juste du bien. Et c'est important le bien-être quand même. Et dernier petit conseil au niveau des révisions, n'oubliez pas, c'est important de réviser, c'est important du coup d'apprendre, de faire des fiches, de revoir ses cours, mais c'est aussi important de s'aérer l'esprit, de bien manger, de dormir et de boire, surtout très fort pour éviter les migraines et pour éviter de tomber dans les pommes, ce qui serait un peu embêtant. Et si on stresse, on souffle, on respire, on fait redescendre la pression et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, je crois en vous, je compte sur vous et j'attends que vous veniez me dire au mois de juillet si vous avez eu votre brevet. Et ça marche aussi pour ceux qui ont déjà le brevet, hein, d'accord? Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager et on se dit surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos.